Merci Alain. Euh, c'est vrai on doit faire notre autocritique. Pendant très longtemps, on pensait que ce qui était important, c'était de traiter la maladie et que la diète, finalement, avait peu à faire. Et on se rend compte maintenant on a manqué pendant très longtemps une opportunité de contribuer au bien-être des patients et à faire que les traitements eux-mêmes marchent mieux. Et moi, j'ai maintenant le plaisir de vous parler des traitements eux-mêmes. Et je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir une nutrition qui nous aide dans la prise en charge des patients pour qu'ils répondent bien au traitement. C'est Macintosh. Je crois que c'est bon. Donc moi, je vais vous parler de la partie justement médicamenteuse plutôt, mais de comment améliorer les réponses thérapeutiques plutôt que de vous faire un grand listing de tous les médicaments. Parce que ça, on l'a fait des tas de fois et finalement, il y en a maintenant tellement de médicaments que de faire toute une démonstration de ce qu'on a dans notre trousse à outils, ça devient vraiment long et ennuyeux et puis beaucoup trop technique. Ce que j'ai envie, c'est plutôt de vous donner des points comme ça sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge des patients avec des maladies inflammatoires. Et je vous propose un certain nombre de thèmes qui vont de la nutrition qui a déjà été couverte. Je ne vais pas en reparler, mais d'autres aspects du mode de vie et du microbiote, l'utilisation d'indicateurs de résultats, l'optimalisation bien sûr des traitements qu'on a, un tout petit peu sur les nouvelles thérapies et puis sur les stratégies qu'on peut mettre en place pour améliorer la réponse du traitement et notamment en se fixant des buts pour pas naviguer à vue à travers tous ces traitements. Et je vais commencer par aborder ensemble deux thématiques. C'est comment est-ce qu'on peut optimaliser les traitements actuels et comment on peut utiliser des indicateurs dans le laboratoire notamment et aussi dans la clinique des patients pour faire ça. Alors, on sait depuis déjà à peu près plus de 10 ans, maintenant près de 15 ans, qu'on peut améliorer la réponse à un traitement en mesurant le taux du médicament dans le sang. Ça, c'est assez banal. Et puis, on sait aussi que ces médicaments biologiques, qui sont des énormes molécules, le système immunitaire peut être amené à les considérer, ces molécules, comme des molécules étrangères et à fabriquer des anticorps contre ces molécules elles-mêmes et donc de faire des anticorps contre le médicament qui va l'inactiver. Alors ça, c'est une étude prospective qui a été faite sur une cinquantaine de patients en Angleterre. Et ce qu'on voit d'emblée là, c'est que finalement, la plupart des patients, on n'a jamais mesuré, on n'a jamais évalué ni la concentration du médicament, ni même la calprotectine dans les selles qui est ici représentée en brun. La concentration ici, c'est celle de l'infliximab, donc le Remicade ou le Remsima, ou l'inflectra. Et on voit que la majorité des patients, finalement, avaient de rares mesures ou pas de mesures du tout. Et puis, c'est assez dommage parce qu'au fond, si on avait mesuré et qu'on voit le taux minimum efficace de médicaments, tout ce qui est de ce côté-là du graphique, c'est des gens qui ont des doses de médicaments suffisantes dans le sang, et bien on voit que leur niveau d'inflammation, qui est mesuré ici par la calprotectine, eh bien il est beaucoup plus bas quand on a des taux adéquats de médicaments que quand on n'a pas des taux adéquats de médicaments. Donc finalement, des mesures simples comme la calprotectine ou la mesure du médicament, ça permet déjà d'éviter de déclarer bêtement un échec thérapeutique, alors que ça pourrait très bien marcher si on faisait un tout petit peu mieux. Et puis là, ça illustre l'autre aspect qui est la présence d'anticorps. On voit que les patients qui ont des anticorps contre le médicament, eh ben, ils inactivent complètement le médicament et il n'y a plus de médicament dans le sang. Alors que ça, c'est le groupe général des patients. Ça, c'est ceux qui n'ont pas d'anticorps. Vous voyez qu'ils ont un taux de médicament qui est élevé. Et puis, dès qu'on a des anticorps contre le médicament, le médicament est inactivé. Et donc, ça ne sert à rien chez ces patients-là de continuer avec le même médicament. Et alors, ces mesures, on peut les faire pour différents anti-TNF, que ce soit le Remicade, que ce soit l'Humira ou ces différents biosimilaires, que ce soit le Cimzia, le Simponi. J'utilise exprès les noms commerciaux plutôt que les noms
scientifiques que vous pouvez lire sur le graphique. Pour ces anticorps-là, ça marche très bien. Pour d'autres, comme le Stellara ou comme l'Ontivio, on peut faire les mesures, mais au fond, ces mesures nous aident beaucoup moins parce qu'on n'a pas toujours une bonne relation entre le taux de médicaments et le succès thérapeutique. Et puis, les nouveaux médicaments, et aussi dans les JAK, comme le Rinvoq ou le Xeljanz, eh bien, là, on n'a tout simplement pas des mesures disponibles actuellement. Alors, ça viendra peut-être, mais pour le moment, on n'a pas de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de mesurer est-ce qu'il reste de l'inflammation à un niveau peut-être qu'on ne détecte pas, parce qu'on sait, et je vais vous l'illustrer par deux, trois graphiques, qu'on doit aller au-delà de simplement est-ce que vous avez encore des diarrhées, est-ce que vous avez encore mal au ventre, pour définir si le médicament est efficace ou pas. Alors, on va passer à travers deux ou trois de ces marqueurs. Le premier, c'est la calprotectine, et là, je fais hommage au professeur Schopfer parce que c'est une de ses publications. Il a très bien montré que le taux de calprotectine, mesuré ici par la ligne horizontale, eh bien, c'est très bien corrélé avec la sévérité des lésions qu'on voit à la coloscopie. Donc, et ça, c'est exprimé différemment les mêmes données, la sévérité endoscopique et la quantité de calprotectine dans les selles, et vous voyez qu'il y a une relation entre les deux. Plus on a une calprotectine élevée, plus ça signifie qu'on a probablement des lésions importantes. Alors, cette calprotectine, maintenant, on l'utilise beaucoup pour le suivi des patients. On a tous développé des kits qui permettent que vous puissiez poster des selles facilement depuis la maison, de manière répétée, et pour nous, c'est une manière à distance, sans faire de coloscopie, de manière simple, d'aller voir si la réponse est suffisante, parce qu'on sait que si on améliore cette inflammation, et on le voit ici, si on améliore l'inflammation et qu'on a une guérison de la muqueuse, eh ben on voit que le pronostic change. Ça, c'est des gens en vert qui ont une guérison de la muqueuse. Ici, c'est de la maladie de Crohn. Ici, c'est de la colite ulcéreuse. Vous voyez que ceux qui sont en vert, ils ont beaucoup moins de risques d'avoir une opération. Ça, c'est le taux d'opération pour les gens qui n'ont pas une guérison de la muqueuse, que ce soit avec le Crohn ou avec la colite ulcéreuse. Vous voyez qu'on a tous envie d'avoir ce destin-là plutôt que d'avoir ce destin-là. Donc, et ça, c'est en lien avec l'inflammation résiduelle qu'il y a sur la muqueuse. Donc, mesurer la calprotectine ou faire des endoscopies, mais les endoscopies, c'est plus invasif, mais parfois c'est complémentaire quand même à la calprotectine. Ça aide à obtenir un meilleur futur et à avoir moins de complications. Et on peut faire la même chose de manière plus détaillée avec l'histologie, même l'analyse des biopsies et l'analyse de l'inflammation au niveau microscopique. Et on voit que ceux qui n'ont pas d'inflammation, ils ont un meilleur futur, que ceux qui ont de l'inflammation. Maintenant, on a des nouveaux moyens. Un des nouveaux moyens qui est arrivé, c'est l'ultrasonographie pour regarder l'intestin avec des ultrasons. Et on est en train d'utiliser ça de plus en plus. Peu d'entre nous sont vraiment bons à ça. Moi, je ne prétends pas du tout l'être. Mais je suis vraiment en phase d'apprentissage, même à mon âge, pour essayer de comprendre mieux cette technique. Mais ça permet de voir l'intestin. On peut mesurer l'épaisseur de la muqueuse et se rendre compte s'il y a de l'œdème. Et on peut, avec le Doppler, ces petits points rouges et bleus, s'il y a une hypervascularisation, ça donne une image indirecte de l'activité inflammatoire. Donc on peut maintenant aller voir aussi l'intestin sans faire une endoscopie, et on sait que l'épaisseur de la muqueuse nous renseigne sur la réponse thérapeutique, et ça nous permet de nouveau d'optimaliser. Donc voilà, ce qu'on peut faire pour optimaliser mieux, c'est d'avoir en plus une stratégie. Parce que si on a une stratégie, si on sait qu'est-ce qu'on va faire, si on n'a pas du succès avec le plan A, comment on va aller au plan B, comment on va aller au plan C, si on a encore des idées dans la tête et des outils dans les poches, eh ben, on va pouvoir être beaucoup plus proactif et amener le patient à une meilleure solution. Alors, la première chose, et ça a été défini il y a déjà pas mal d'années par Mark Lehmann, qui est maintenant malheureusement décédé, on sait que c'est beaucoup plus facile à faire si on le fait
au début de la maladie et qu'il faut être très proactif au début, ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, qui est idéale. Bien sûr, on peut quand même soigner les gens plus tard, mais si on le fait au début, on peut intervenir avant qu'il y ait trop de dégâts qui soient accumulés. Ça, c'est la courbe qui monte ici, la quantité de dommages qu'il y a dans l'intestin. Ça, c'est pour le Crohn, mais on a une courbe à peu près similaire pour la colite ulcéreuse. Et si on agit avant les dégâts, ben on peut prévenir les dégâts, on a la maladie, mais on peut essayer de calmer le jeu de façon à plutôt obtenir une courbe comme ça, que d'avoir cette courbe-là, et au fil des années, avoir moins de dommages. Ça, c'est la première chose, c'est on sait qu'il faut agir tôt, et on sait qu'il faut agir de manière assez agressive au début. C'est pas toujours évident de convaincre un patient qui vient d'être diagnostiqué, surtout des fois aussi il y a les parents qui sont là avec un ado qui vient d'être diagnostiqué. C'est pas évident toujours de convaincre soit le patient, soit sa famille qu'il faut taper assez fort au début avec des médicaments que le patient perçoit comme étant potentiellement plus dangereux que des médicaments plus légers. Parce qu'on a toujours beaucoup plus peur du médicament qu'on a peur de la maladie, finalement. C'est un petit peu particulier, et c'est dynamique au début quand on va mal. On a peut-être plus envie d'aller mieux, alors on est prêt à accepter un traitement un peu plus costaud. Puis dès qu'on va mieux, on a l'impression que tout va bien, et puis on voit la toxicité du médicament en premier, puis on a plutôt envie d'inverser les choses. Et là, je dois dire que je peux encore une fois rendre hommage au travail incroyable des infirmières qui nous aident à identifier où sont les clés des patients, qu'est-ce qui les bloque parfois dans la compréhension. Nous, on est des fois trop techniques et on ne pense pas assez aux aspects psychologiques des patients. On a maintenant des stratégies qui ont été définies par des groupes scientifiques, par des commissions d'experts. On a parlé du groupe de l'Organisation européenne Crohn et Colite. Et ça, c'est typiquement un des travaux qu'a fait ces dernières années ce groupe pour essayer de définir quels sont les buts thérapeutiques qu'on doit rechercher aux différentes phases du traitement. Alors, si on parle de la maladie active, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'obtenir une guérison des symptômes. C'est le but premier du médecin, c'est de soulager le patient, c'est clair. Mais on sait, et je vous l'ai montré, que si on n'a pas une guérison de la muqueuse, si on ne va pas au-delà des symptômes, on ne va pas résoudre les problèmes et améliorer le pronostic. Donc on sait qu'après, il faut obtenir plus que juste un contrôle des symptômes, mais une vraie rémission au niveau clinique, un patient qui a plus du tout de symptômes. Après, il faut s'intéresser à ce qu'il ait moins de marqueurs inflammatoires dans le sang. Là, on commence à être dans des buts intermédiaires au niveau timing. Et puis d'aller un peu plus loin avec la calprotectine fécale, qui est extrêmement sensible, qui met souvent un peu plus de temps à se normaliser. Mais c'est vraiment un but qu'on doit essayer d'atteindre. Et puis ensuite, obtenir la guérison de la muqueuse, aller voir dedans pour s'assurer que tout est guéri. Et même maintenant, on s'intéresse, même si ce n'est pas encore vraiment dans les recommandations, à cette guérison transmurale qu'on peut mesurer avec l'ultrason. Donc, je crois que maintenant, de plus en plus, on va s'intéresser à obtenir que tout ce voyage se fasse correctement jusqu'à une consolidation de la rémission. Parce que si on a réussi à faire ça, les implications potentielles, c'est que si on a bien réussi à faire un contrôle profond de l'inflammation, je ne sais pas si Macintosh, eh bien, on se retrouve avec plus de rémission clinique, plus de rémission sans cortisone. C'est quand même très important de pouvoir se débarrasser de la cortisone qui a une toxicité à long terme. On a moins de rechutes par la suite. On a moins de risque de devoir reprendre de la cortisone. On a moins de risque de devoir courir derrière avec une escalade thérapeutique ou un changement de thérapie parce que le patient rechute. On a moins de chirurgie et on a moins d'hospitalisation. Donc ça vaut vraiment la peine de suivre tout ce cheminement pour améliorer. Et c'est au-delà de simplement changer de médicament chaque fois qu'on a un problème. Il faut vraiment essayer d'optimaliser ce qu'on fait au maximum. Et malheureusement, on voit trop souvent arriver chez nous des patients qui nous sont référés en disant « on n'a plus de solution pour lui, on n'a plus de solution pour elle ». Et c'est simplement parce qu'on est passé à travers le catalogue sans optimaliser les thérapies.
Et là, je vous illustre avec quand même une ou deux données cliniques. On a des médicaments qui sont capables de faire une rémission clinique. Ici, par rapport au placebo, dans cette même étude, il y avait deux médicaments qui étaient comparés, le Stelara, que peut-être un certain nombre d'entre vous ici prennent, et puis un plus nouveau qui s'appelle l'Omvo, le Merikizumab. Et on voit que par rapport à un comparateur actif, celui-là, il est un tout petit peu meilleur de manière significative parce qu'il y a beaucoup de patients, mais ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais pour autant, mais ça permet de se faire une meilleure idée. Et là, on parle de rémission clinique à une année, mais on peut aller plus profondément, regarder la normalisation des marqueurs, et on voit que par rapport au placebo, la calprotectine ici, elle ne change pas au fil du temps sur une année, tandis que avec les deux traitements actifs, eh bien, on s'aperçoit que là, la calprotectine, elle va bien baisser et très rapidement. Et ça, c'est rassurant. On se dit, voilà, on sait déjà à la semaine 4, à la semaine 8, la calprotectine, elle est normalisée. Le patient, il est sur le bon chemin. Donc ça, c'est très utile pour la suite. Et on peut continuer cette démonstration en allant voir au niveau microscopique également si on a une amélioration. Parfois, néanmoins, on est obligé de changer de traitement. Alors, on a maintenant toute une panoplie de traitements qui vont cibler à différents endroits. On sait que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies de frontières. Ça se passe entre le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire qui protège cette muqueuse dessous, et que c'est cette relation entre les trois qui est perturbée et qui mène à avoir des dégâts sur la muqueuse qui vont à leur tour augmenter la présence du microbiote en face du système immunitaire. Et ces deux-là, ils se respectent, ils se tolèrent, mais il ne faut pas qu'ils soient confrontés directement l'un à l'autre, parce que sinon, la réponse inflammatoire va démarrer et causer des dégâts. Alors on a maintenant on avait déjà les anti-TNF qui agissent sur les cellules qui produisent le TNF et sur le TNF qui est en solution. On avait déjà aussi l'antivio qui agit à un niveau différent. Il empêche les cellules immunitaires de quitter les vaisseaux pour venir semer la zizanie dans la muqueuse. On a aussi toute l'équipe des anti-interleukine 23 qui agissent sur ces cellules inflammatoires. Et puis on a maintenant des nouvelles petites molécules comme les JAK qui vont agir en aval de cette stimulation par les médiateurs d'inflammation. Et puis on a maintenant des nouvelles molécules aussi qui ont un petit peu un effet comme l'antivio d'empêcher la circulation des lymphocytes. Donc des familles de médicaments, on en a de plus en plus, mais le but, c'est pas d'exposer tout le monde à tous les traitements. Le but, c'est de vraiment essayer de favoriser l'optimalisation thérapeutique. Parfois, néanmoins, on n'y arrive pas. Parfois, on a besoin d'aller plus fort, de taper plus fort, et on commence à utiliser des combinaisons. On a tendance à placer au centre de ces combinaisons thérapeutiques l'antivio. Pourquoi? Parce que par lui-même, il empêche juste les globules blancs de circuler, mais il n'est pas immunosuppresseur ou modulateur de manière importante. Donc, on peut combiner avec un autre médicament, les anti-TNF classiques, les JAK ou les anti-interleukine 23. Ça, c'est toutes des études que je vous ai illustrées là qui existent déjà et qui montrent qu'on peut faire ces combinaisons et obtenir un meilleur effet. Je vais vous l'illustrer seulement par une étude qui a comparé un anti-TNF qui était le golimumab, le Simponi, dans la colite ulcéreuse, ou un autre médicament qui est plus nouveau, qui est le guselkumab, le Tremfya, qui est un anti-interleukine 23, ou une combinaison des deux. Et quand on a fait la combo, qui est en brun ici ou en rouge, je ne sais pas quelle est, une drôle de couleur, eh bien, on voit que la combo, que ce soit sur la réponse clinique, sur la rémission clinique, sur l'amélioration endoscopique et même sur l'amélioration au niveau des biopsies, eh bien, on voit que la combo fait mieux que la monothérapie. Et bien sûr, ça vous intéresse et ça nous interpelle aussi. Ça s'est fait sans avoir plus de complications ou d'infections. Maintenant, on va développer probablement à l'avenir plus de ces combinaisons dans le traitement.
J'aimerais juste finir en vous parlant un tout petit peu, pas de nutrition, ça a déjà été fait par le docteur, le professeur Schopfer, mais parler juste un petit peu de mode de vie. On va pas pouvoir y passer beaucoup de temps, mais on sait qu'il faut corriger des carences nutritionnelles, notamment la vitamine D. Si on est déficient en vitamine D, on sait que les traitements vont fonctionner moins bien, que le patient aura plus de symptômes. Ça, c'est important. On sait que l'optimalisation du sommeil joue un rôle aussi dans l'obtention d'une meilleure rémission. Récemment, il y a eu des travaux qui ont montré que si on a une activité physique régulière, les traitements vont aussi mieux fonctionner. Réduire le stress, c'est bon aussi pour calmer le tube digestif et faire que les traitements fonctionnent davantage. Ça, c'est pas toujours très facile à faire dans la pratique parce que, un peu par essence, le stress, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on nous impose. Et puis, on n'en a pas parlé encore beaucoup aujourd'hui, l'arrêt du tabac, ça c'est vraiment très important, surtout dans la maladie de Crohn. Et je vais l'illustrer juste ici par un petit graphique. Dans la maladie de Crohn, si vous fumez, votre risque d'avoir une maladie de Crohn, il est pratiquement doublé, 1,76 fois plus de risque. Et puis, si vous arrivez à réduire le tabac, eh bien, votre risque, il diminue et ça vaut la peine de le faire. Un dernier mot par rapport à un traitement. On nous pose beaucoup de questions sur le microbiote et l'importance du microbiote dans les maladies inflammatoires. Est-ce que c'est une cible thérapeutique? Alors, on avait fait une étude dans le cadre de la cohorte suisse qui montrait que, déjà, ça illustre la complexité de ce microbiote. Il y a beaucoup d'espèces différentes. On voit que dans les Crohn et dans les colites ulcéreuses, par rapport à la norme qui est sur la barre centrale, il y en a qui sont augmentés, il y en a qui sont diminués, il y a un petit peu toutes sortes de dérèglements de ce microbiote. Le grand problème du microbiote et des maladies inflammatoires, c'est que rien que pour construire un graphique comme ça, c'est énormément de travail, il a fallu faire énormément de mesures. Chacun, on a à peu près 10 000 espèces de bactéries, donc c'est très compliqué à faire, mais ça reste une photo instantanée à un moment donné. Et le grand problème, il est illustré ici de manière beaucoup plus simple, c'est qu'on a un grand problème de poules et d'œufs, et probablement on a les deux. Un certain nombre de modifications du microbiote sont probablement à l'origine ou au départ de la maladie. Un certain nombre sont des conséquences de la maladie et voire même du traitement. Et donc actuellement, sur la base de toutes ces études qui restent des photos instantanées, c'est très difficile de développer une cinétique. Et puis, on ne sait même pas très bien quoi faire pour modifier ce microbiote et pour le normaliser. Je veux juste vous illustrer une chose par rapport au fait qu'on ne sait pas trop quoi faire. Il y a actuellement dans la littérature scientifique, la semaine dernière, 121 000 publications qui parlent du microbiote. Si on regarde combien s'adresse aux maladies inflammatoires, il y en a près de 5 000, mais si on regarde vraiment les séries cliniques qui ont essayé d'analyser l'impact, il y en a plus que 64. Des études qui ont été faites avec une tentative de modifier le microbiote, y compris la transplantation fécale, on n'en est plus qu'à 46, et des vraies études prospectives bien faites, randomisées contre placebo, on tombe à 9. Donc, vous voyez qu'on en parle énormément, mais que finalement, on a très peu de vraies données par rapport à ce sujet. Et la transplantation fécale, c'est pas quelque chose qu'on peut faire actuellement en Suisse. Swissmedic a décidé que la transplantation fécale était une thérapie et l'a approuvée pour la colite à Clostridium, qui est une situation très particulière, mais pour toutes les autres indications, l'indication sera basée sur la base de protocoles d'études et on n'a pas encore ces études qui sont conduites en Suisse. Donc on a un problème avec la qualité des données actuellement et on a déjà un problème qu'on voit avec les études actuelles, c'est que souvent dans les études, même celles qui sont positives, quand on analyse vraiment, on s'aperçoit que dans chaque étude, il y a 1 ou 2 super donneurs. Leurs selles sont géniales et puis les selles des autres donneurs sont pas très bonnes. Alors, au CHUV, ils essayent maintenant de faire des
pool de donneurs et de développer des capsules avec des préparations de sel. Je pense qu'il y a un avenir possible, mais pour le moment, c'est pas encore quelque chose qu'on peut faire dans les maladies inflammatoires. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut faire maintenant. Et puis il y a un grand absent dans la salle parce qu'on ne sait pas encore trop quoi en faire, mais il est certain que avec des quantités de données pareilles, l'intelligence artificielle va entrer là-dedans, va, j'espère, nous aider à mieux comprendre. Pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qu'on peut utiliser concrètement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Questions? Non? C'est bien. Ah oui, oui, il y a des questions. Une dame derrière, là. Bonsoir. J'avais des questions. Vous parlez surtout des traitements Biologiques. Voilà, exactement. Et puis, ma fille a une colite ulcéreuse, mais elle a les cachets et les lavements. Est-ce que ça veut dire que c'est un traitement? Non, je n'ai pas tout compris. Elle a les médicaments à prendre et puis les lavements. Est-ce que c'est un traitement parce qu'elle est jeune ou c'est quelque chose qui est dépassé? Voilà, c'est ça qui m'a un peu... Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des traitements biologiques parce que c'est un petit peu les gros sujets actuellement. Dans la colite ulcéreuse, près de la moitié des patients peuvent être soignés avec des cachets et des petits lavements, voire des suppositoires. En général, c'est ce qu'on appelle des médicaments qui appartiennent à la famille des aminosalicylates, comme le pentazane, le salofalque, l'azacol, cette famille-là. Ça permet de traiter dans la pratique près de la moitié des patients. Le grand avantage, c'est d'une toxicité extrêmement réduite, parce que c'est des médicaments qui agissent localement sur la muqueuse, même sur les avales, ça va agir le long du tube digestif, ça va finir sa vie aux toilettes, ça ne va pas aller dans le sang de notre fille. Et le fait que ça ne pénètre pas dans le sang, c'est quand même un avantage de sécurité important. Le défaut, bien sûr, c'est comme ça ne va pas dans le sang ne peut pas servir de réservoir à médicaments, et donc on est obligé de prendre plusieurs doses par jour et de réalimenter finalement le système tout le temps, parce qu'il n'y a pas d'effet réservoir. Mais c'est des très bonnes thérapies, il ne faut pas jeter les vieux médicaments à la poubelle, il y en a qui sont très bien. Pierre, encore une courte question. Est-ce qu'il y a déjà des tests qui te permettent d'identifier quelle est la meilleure molécule pour un patient particulier? Absolument. Je dispose d'une pièce dans ma poche et je la lance en l'air. C'est le meilleur test que je connaisse parce que il y a eu des recherches depuis le début de ces médicaments biologiques pour essayer de comprendre comment ça marchait, chez qui ça allait marcher, chez qui ça allait pas marcher. Et franchement, personne n'a battu ma pièce dans ma poche pour le moment. On n'a pas de système prédictif, on est obligé d'essayer. Parfois, on a de la chance du premier coup, parfois c'est le troisième, le quatrième, le cinquième traitement qui va être le bon. C'est très frustrant pour les patients qui sont le long de ce chemin, mais on ne sait pas faire mieux. C'est ça.